Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, chers collègues, vous êtes ministre d'État, donc ce n'est pas un titre symbolique ou honorifique. Vous êtes censé donc avoir l'écoute, la confiance du Premier ministre et j'imagine celle du Président de la République. Je vous dirai donc sans afféterie et sans prétérition, votre budget, il sera le vôtre au terme de cette séance, est mieux et meilleur que ce que votre prédécesseur avait pu nous présenter. Après la catastrophe sociale et politique en Nouvelle-Calédonie, pourtant connue, il a fallu une catastrophe à Mayotte pour que le gouvernement ou les gouvernements successifs acceptent d'accorder une priorité aux Outre-mer. Alors, votre budget est meilleur, on le votera. Cela étant, il n'est pas parfait, rien n'est parfait, mais celui-là n'est pas parfait. Vous ajoutez à peu près, calcul arithmétique simple, à peu près 700 millions. Ça fait légèrement plus que ce que nous avions en 2024. Je ne parle pas de ce que M. Barnier nous avait soumis. C'était une catastrophe budgétaire, et tous, on le dira tout à l'heure. Ce budget est meilleur, donc on le votera. Cela étant, autant on comprend parfaitement qu'il faille accorder une priorité à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, mais il y a une absence, un déficit, c'est sûr, la vie chère. Vous m'aviez alors donné et chargé d'une mission à l'époque sur l'égalité réelle et sur la vie chère. On a fait une loi, hélas, qui n'est pas tout à fait appliquée. Quant à la loi égalité réelle, elle a été complètement abandonnée. Au moment où je vous parle, ici au Sénat, qui par la délégation, Micheline Jacques vient de s'exprimer, qui à l'Assemblée nationale, avec Madame Bellé et moi-même, nous avons une feuille de route complète pour lutter contre la vie chère. Faut-il encore que vous en empariez et que vous en fassiez un texte du gouvernement. Nous sommes limités dans les PPL, 9 articles, maintenant c'est 3 articles un peu denses. Il faudrait, si j'ose dire, laisser votre nom sur une loi contre la vie chère. Je le pense. Parce que c'est une thématique transversale et commune à tous les Outre-mer. Et il faudrait s'en emparer. Très bientôt, je crois le 4 mars, nous allons examiner ce texte. Alors, sans vouloir faire de la peine à nos compatriotes des autres territoires, il ne faudra pas que les 700 millions se fassent au détriment des autres. Et c'est vrai que 700 millions, je dirais, c'est un budget d'urgence et qu'il faudra donc une longue patience et une récurrence. Il faudra répéter ce budget-là compte tenu de l'ampleur des aspirations et des besoins de nos territoires. C'est ce que j'appelle de mes voeux. Je ne reviendrai pas sur les coupes et l'abattage qui avait été fait, vous corrigez, mais vous ajoutez 180 millions sur les exonérations patronales de charges. Compte tenu de l'imprécision, de peu de fiabilité de ces calculs-là, je vous suggère de mettre 120 millions sur cette exonération de charges, mais de mettre, si j'ose dire, et d'adopter d'abord les amendements présentés par nos collègues, par le groupe socialistes, écologistes et républicains, mais également sur les autres bancs, notamment, et ce serait une première traduction du protocole signé en Martinique, à savoir une aide à la DLC, l'autorité de la concurrence, une aide aux fret et une aide aux OPMR. Voilà ce qui pourrait améliorer et faire voter avec enthousiasme votre budget. Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre, nous tous, vous comme moi, pourrons dire, une fois nos missions politiques terminées, que nous avons vécu une sacrée époque. Une époque où une instabilité institutionnelle nourrit à nul autre pareil une défiance généralisée dans l'opinion. Une époque où tout est aléatoire, aussi déréglé que le climat et aussi imprévisible chaque jour qui passe. Je vous laisse imaginer à quel point cette ambiance atteint des niveaux extraordinaires dans les pays dits d'outre-mer. Il est vrai que des décennies de combats, de luttes inachevées et d'exigences pour l'égalité ont laissé des traces et des séquelles que l'on pourrait qualifier d'irréparables.
Cette course permanente de rattrapage pour des conditions de vie légitimement plus acceptables ont aussi laissé une impression amère de loin des yeux, loin du cœur, et qui demeure. Même si des efforts et des progrès sont objectivement visibles, les indicateurs que je ne vais pas vous rappeler ici sont alarmants et plongent des compatriotes dans l'extrême précarité et forcément une impression d'abandon. Si on devait parler, avec le peu de temps que j'ai, des questions de vie chère, des prix bien sûr, mais aussi des revenus, je vous citerai par exemple les pensions de retraite qui plongent nombre de travailleurs au dur métier dans une inextricable pauvreté. Ce n'est pas juste, monsieur le ministre. 30% de nos compatriotes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. J'ai à ce titre obtenu ici en séance, très officiellement, du ministre de l'époque, rappelé par Madame la Première ministre, une mission du corps, le Conseil d'orientation des retraites, que j'attends toujours. Je compte sur vous pour qu'elle aboutisse enfin. Alors, dans ce contexte difficile, je ne rajouterai pas de l'huile sur le feu et viendrai pointer du doigt d'éternels fautifs. L'heure à ce que l'on pourrait dire chez moi en créole, au maririn. Autrement dit, une détermination et une solidarité collective, indéniable, responsable, nourrie dans un dialogue mûr et mature qu'il vous appartient d'établir avec écoute et respect. Vous devez, comme nous-mêmes, apprendre à nous reparler, à nous enrichir les uns les autres, élus locaux, nationaux, États, debout certes autour de nos propres valeurs politiques, mais ayant en objectif le progrès et plus que jamais le progrès pour nos pays. Il faudra donner, monsieur le ministre, des signaux forts. À ce titre, la tâche va être immense et je vous dis déjà bienvenue. Nourri comme je le suis depuis des décennies à la parole césarienne, je vous dirai ensemble, faisons un pas, un autre pas, encore un autre pas et tenons tous ces pas gagnés. Et au vu des pas annoncés dans ce budget dédié et rectifié à l'outre-mer, je vous annonce donc qu'en solidarité et toujours dans un esprit constructif et de progrès, je voterai l'émission du budget outre-mer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, quel aurait été le destin de la Guyane si le port spatial de l'Europe n'était pas limité à un bout de terrain, mais si l'État avait décidé de faire de la Guyane le territoire de l'excellence aérospatiale européenne? Quel aurait été le destin de la Réunion, hotspot de la biodiversité, s'il avait décidé d'en faire le territoire de l'excellence en sciences naturelles et volcanologie? Quel aurait été le destin des territoires ultramarins et celui de la France hexagonale si l'on avait décidé de faire des ressources et des emplacements de chacun des forces permettant de faire rayonner la France dans tous les océans? La réalité de nos territoires en ce début 2025 est bien loin de cet espoir. Suite au passage du pire cyclone depuis 90 ans, Mayotte, département très fragile, est complètement dévasté. J'adresse à nos compatriotes mahorais un puissant message de solidarité au nom du groupe socialiste. Avant cet événement dramatique, nous parlions des mouvements sociaux très importants contre la vie chère aux Antilles. Juste avant cela, nous parlions même de guerre civile en Nouvelle-Calédonie-Kanaki. Et au-delà, tout ce dont on ne parle pas dans les médias hexagonaux, c'est la vie chère dans tous les outre-mer, comme chez moi à La Réunion. C'est les problèmes de sécurité, de logement et de santé. C'est pourquoi le groupe socialiste souhaite attirer votre attention sur ces sujets fondamentaux. Nous vous proposons de renforcer les effectifs de l'autorité de la concurrence et des DGCCRF pour les dédier de moyens de contrôle spécifiques aux outre-mer et enfin venir à bout de ces insupportables monopoles qui empoisonnent la vie des ultramarins. C'est pourquoi nous vous alertons encore quant à la baisse de la ligne budgétaire unique, alors que les besoins en logement sont énormes et que son coût contribue à surenchérir la cherté de la vie. Je vous proposerai dans les prochaines semaines, lors d'une niche du groupe socialiste, d'expérimenter l'encadrement des loyers dans les outre-mer, car nos loyers sont équivalents à Saint-Denis ou à Saint-Paul à ceux de Montpellier. Mais nous devons marcher sur nos jambes et il nous faut à la fois réguler les loyers et construire des logements. Maintenons et amplifions nos efforts en matière de construction et réhabilitation. Monsieur le ministre, ne voyez pas dans mon discours du pessimisme ou de la mendicité. Voyez-le comme un appel à travailler ensemble. Il y a quelques années, vous avez dit à une de nos collègues, alors députée Erika Barej, qui dénonçait des propos inadmissibles, affirmant que la France est de race blanche, que ce jour-là,
C'était elle, femme noire, femme réunionnaise, qui avait incarné Marianne. Nous avons la mémoire de ce moment où ces quelques mots ont ramené les Outre-mer au cœur de la nation. Les Outre-mer sont un moment historique. Nous avons connu trop d'années de non-considération, et depuis 2017 particulièrement. Et cette absence de considération fait que notre sentiment d'appartenance à la France se fragilise et se fracture, hélas. Alors même que nous sommes Français, nous avons trop souvent cette désagréable impression de ne pas compter autant que nos compatriotes de la France hexagonale. Monsieur le Premier ministre, le rôle que vous avez aujourd'hui est de construire avec nous l'avenir de nos territoires et de retrouver le chemin de l'égalité réelle. Avec nous, parce que nous connaissons nos territoires. Avec nous, parce que nous voulons affirmer notre fierté républicaine, notre fierté d'être Français, même dispersés aux quatre coins du monde. Et parce que ce sera aussi avec nous que demain, la France pourra redevenir grande.